Je vais pas vous embêter trop longtemps. Ça fonctionne? Oui, c'est allumé. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers étudiants, je suis heureuse de l'occasion de cette première conférence débat de l'année me donne l'occasion de vous souhaiter à tous nos meilleurs vœux. C'est toute l'équipe de Fondafrique qui parle en mon nom ici, en vous souhaitant à tous une excellente année 2015, une année qui a commencé difficilement pour la France et pour l'Europe, j'allais dire presque pour le monde entier. Nous espérons tous ardemment que nous irons vers des jours meilleurs. Et je salue immédiatement la présence à cette tribune de Madame l'ambassadeur d'Autriche en France, de Madame Ursula Pasnik, qui nous fait l'honneur de bien vouloir accepter l'invitation qui lui a été faite de présenter, de commenter la réforme des finances publiques en Autriche. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour Fondafrique que d'avoir les membres de cette tribune à nos côtés. Je parle bien entendu d'abord de Madame l'ambassadeur d'Autriche, mais également de M. Markus Zucato, qui est ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Autriche, le spécialiste des questions budgétaires et financières. Je salue également la présence parmi nous de Madame Sandra Kaiser, qui est une spécialiste du ministère des Finances d'Autriche, spécialisée dans les questions de comptabilité et les questions budgétaires. Donc, après une présentation par Madame l'ambassadeur, une réflexion de sa part, nous entendrons successivement d'abord Karine Rio, sur qui a reposé entièrement l'organisation de cette conférence, et je voudrais remercier ici très chaleureusement le travail accompli par Karine, qui est en charge des relations internationales dans Fondafrique, qui a accompli un travail, j'allais dire, extraordinaire de ce point de vue, qui nous met en relation avec le monde entier et qui nous permet d'avoir un travail scientifique de premier plan de ce point de vue. Ensuite, donc, Karine présentera ou introduira au sujet de ce soir, et ensuite il y aura les présentations respectivement de M. Zucato et de Mme Kaiser à l'aide de PowerPoint, donc tout ceci sera très précis. J'ai oublié dans mes remerciements de départ de remercier une fois de plus la présence de la délégation marocaine ici présente. Je voudrais très chaleureusement vous dire combien votre présence à nos côtés est précieuse en ces moments, et dire aussi à ceux qui ne vous connaissent pas que nous avons la chance d'avoir des amis marocains qui sont en permanence à nos côtés. Nous en sommes fiers, très honorés et très heureux. Encore une fois, merci de votre présence ici. Merci. Et donc, je vais immédiatement me taire et laisser la place et la parole à Madame l'ambassadeur. Madame la Présidente, chers amis, d'abord je voulais vous remercier de tout cœur de nous avoir invités ce soir. Les ambassadeurs, il faut se les imaginer comme des espèces de centipèdes spongiformes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des êtres qui ont une centaine de pieds, dans le meilleur des cas, et qui sont spongiformes dans le sens que leur équipe et leurs collaborateurs font squash, et puis il y a quelque chose qui sort. Cette fois-ci, je suis dans les mains de mon collaborateur, très estimé, du ministère de Finances, qui m'a raconté de votre projet et qui m'a invité à venir, pas parce qu'il sait que je suis une grande experte de la réglementation budgétaire en Autriche, mais parce qu'il trouve que je présente bien, en général, l'ADN de l'Autriche. Alors, ne vous attendez pas à des grandes explications. Je vois la présence intimidante des vrais experts dans cette salle.
alors je ne vais pas vous faire l'illusion de comprendre votre sujet dont vous allez discuter ce soir. Néanmoins, je trouve que le projet auquel vous avez souscrit ici, ça mérite l'attention parce que je suis une européenne et j'utilise le mot avec soin, une européenne fondamentaliste, impitoyable, et je crois qu'on ne se connaît pas encore dans cette Europe. On est dans une Union européenne, dans une union politique, et qui doit être vécue, qui demande à être vécue dans la vie quotidienne, et dont on déplore souvent qu'il n'y a pas de l'âme à l'Europe, il n'y a pas de conscience européenne commune, il n'y a pas un espace public européen, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On a pris l'habitude de raconter cette Europe à travers ses déficits évidents, tout en oubliant qu'en ce qui concerne l'Europe unie, cette Union européenne, il s'agit d'une entreprise sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est pour la première fois que, pour le moment, il y a 28 démocraties qui écrivent le scénario selon lequel ils pensent vivre. Je crois que c'est un projet profondément spectaculaire, et je le dis à un moment de notre évolution européenne où la mode n'est pas du côté de ceux qui sont des Européens acharnés, convaincus et travailleurs, mais où la mode est plutôt du côté de ceux qui font le cahier de doléances de cette Europe et qui parlent surtout de tout ce qui manque. J'ai vécu comme vous le 11 janvier 2015, hier. Je suis encore imprégnée de mes impressions et personnelles et politiques. Et je crois que, Madame la Présidente, si vous me le permettez, je voudrais peut-être commencer avec une petite réflexion sur ce que signifie le 11 janvier 2015. Je crois que le monde a appris hier qu'il n'y a pas seulement le 11 septembre, mais il y a à partir de hier le 11 janvier. Le 11 janvier qui montre la détermination de ne pas se plier, la détermination de faire face à une situation qui est difficile et à une situation qui est un défi direct, une attaque directe à notre modèle de vie européen. J'étais dans ma vie antérieure pendant un moment au gouvernement autrichien et j'étais responsable des affaires étrangères et européennes. J'ai cherché pendant longtemps des mots à expliquer un peu le narratif européen face à une population de plus en plus fatiguée, sceptique, difficile à décrire. Et j'ai souvent essayé de parler du modèle de vie européen. Pourquoi pas un modèle économique et social, si vous voulez? Pourquoi un modèle de vie? Il suffit, chers collègues, de regarder, et je vous en recommande la lecture, la préambule, c'est la préambule ou le préambule? Le préambule, je m'excuse, du traité de Lisbonne. C'est là que vous allez trouver toute une rangée des objectifs politiques dans lesquels nous avons décidé d'investir politiquement, d'investir financièrement, l'un va avec l'autre, et qui constitue notre, si vous voulez, notre inventaire préliminaire d'objectifs communs. Vous y trouverez pas seulement la compétitivité, la cohésion sociale, mais aussi la protection de l'environnement. Vous trouverez les valeurs fondamentales. Vous allez trouver la nécessité de vivre ensemble en respect et tolérance. Ça veut dire qu'il y a effectivement plus qu'un modèle social et économique, mais il y a tout un projet de modèle de vie. Les populismes, et je dis les populismes parce qu'il y en a plusieurs sortes,
ronge ce modèle de l'intérieur. Nous avons fait l'expérience, de nouveau, pas pour la première fois, que ce modèle de vie est aussi rongé ou menacé de l'intérieur par une menace de toute autre nature. Mon impression en tant qu'ambassadeur ici à Paris, c'est que le peuple français a très bien compris le genre de défi qui a été lancé par les attentats sanglants qu'on a vécu la semaine dernière. Je trouve donc que le 11 janvier, c'était une date marquante pour l'Europe, date de deuil, mais aussi date d'espoir et de détermination, de fermeté partagée. Et j'en étais vraiment touchée de faire part de cette grande cérémonie hier où je faisais, parce que j'accompagnais mes membres du gouvernement, je faisais partie de la tribu promis personnalité qui était amenée sur la place de la République en bus. Et j'ai vu de ce bus, vitre teintée, personne ne pouvait voir qui était à l'intérieur, mais j'ai vu comment les Français et les Françaises qui se sont précipités à l'endroit de la manifestation ont regardé brièvement, puis ils ont réfléchi, ils ont compris que ça a dû être les étrangers qu'on a amenés en bus ici. Et puis je les ai vus spontanément faire des signes d'amitié, faire des applaudissements, et c'était quelque chose de spontané. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut demander sur le plan politique, c'est pas sur instruction qu'ils ont agi. C'était l'expression d'un sentiment de solidarité qui allait des deux côtés, et je trouve que c'est là un message extraordinaire de courage, un message aussi de solidarité européenne et cette détermination de vivre debout. Je crois que c'est le moment d'en parler, parce qu'on est tous un peu dans un exercice de psychothérapie collective, si vous voulez, et je crois que c'est important d'en parler dans l'espace public. Pour ceci comme réflexion des débuts. Si nous parlons de l'Europe, évidemment, c'est aussi, ça fait partie de votre analyse ici, de par ces règles, de par les réglementations qui ont été établies, sur lesquelles on a travaillé depuis un bon moment maintenant. C'est pas nouveau, c'est devenu de plus en plus concret. Ça n'arrête pas de m'étonner, je dois vous le dire, parce qu'on est tellement différents. On a des cultures politiques tellement différentes que je m'étonne à ce que les experts des budgets respectifs puissent effectivement faire un travail comparatif raisonnable et raisonné. Ça m'étonne parce que plus je vis en France, plus je commence à développer mon propre sensorium, si vous voulez, pour nos différences des cultures politiques. C'est extraordinaire. L'Europe est, pour finir, peut-être un continent qui est organisé d'une manière assez tribaliste. C'est un mot inhabituel dans le contexte européen, mais je crois que ça décrit assez bien notre manière de vivre. Nous trouvons que la diversité est une richesse. Il n'y a personne qui est dupe. La diversité, ça peut être aussi un élément qui rend complexe et compliqué nos procédures, surtout si tout se passe sous le signe et dans l'esprit d'une démocratie et de 28 démocraties modernes. Il faudrait donc commencer votre réflexion en réalité avec ce petit budget qui est le budget proprement européen et qui fait, nous le savons tous, à peu près 1%. 1%, il faut se l'imaginer pour toutes les tâches, pour tous les travaux qu'on attend du côté de l'Union européenne, 1% du PIB européen. L'Autriche en paye une part de 2,3%, c'est ça, 2,5%. 2,3 oder 2,5 ins Budget? Les experts. Bon, en tout cas, c'est ça. Les experts sont... Hein? Google. L'Autriche, moi je crois que c'est 2,3, mais ben, on ne va pas se bagarrer
ce côté, juste pour vous donner une dimension. L'Autriche a suivi maintenant une carrière européenne qui date en tant que membre à part entière de l'Union européenne. Ça dure 20 ans exactement. Le 1er janvier 1995, on est entré à l'Union européenne après des négociations assez prolongées, je dois dire. Ça veut dire que l'Autriche maintenant est dans cette phase où elle devient adulte après avoir été un teenager, un partenaire pleinement adulte, mettons-le comme ça. Quelle est la spécificité de la culture politique autrichienne? Si vous me posez cette question, je dirais qu'il faudrait peut-être commencer par regarder un peu les voisins de l'Autriche. C'est toujours intéressant de voir, d'essayer d'appréhender un pays en regardant les voisins. Nous en avons des grands et des moins grands. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça vous explique d'un coup un peu l'ADN de cette Autriche. Commençons par ceux qui sont peut-être moins énormes. C'est le Liechtenstein, notre voisin alpin, la Suisse également. Il y a l'Allemagne qui est le grand voisin. Il y a la République tchèque, il y a la Slovaquie. Ensuite, nous avons l'Hongrie, la Slovénie, et moi j'ajouterais dans cette perspective quand même la Croatie. La Croatie est un voisin qui est à 25 km ou 35 km de vol d'oiseau, mais qui est considéré par la plupart des Autrichiens comme un voisin de cœur. C'est assez intéressant qu'on ne peut pas partager une frontière commune et quand même se sentir voisin. Après la Slovénie, nous avons l'Italie et puis on rejoint la Suisse. Ça veut dire, si vous regardez l'Autriche comme ça, au centre de l'Europe, vous avez devant vous un PME, un petit et moyen État, qui est assez performant sur le plan économique. Vous connaissez tous les chiffres actuels. Je crois qu'on n'a pas à se cacher en ce qui concerne certaines dimensions de nos chiffres macroéconomiques, malgré le fait que ça pourrait évidemment être mieux. D'un côté, en ce qui concerne l'emploi, et de l'autre côté, en ce qui concerne surtout la croissance. L'Autriche se trouve à la croisée vraiment des trois grandes cultures européennes. Et ça, je trouve que ça explique aussi un peu notre culture politique peut-être, si vous voulez. On a un côté germanique, bien organisé, fixé sur les chiffres et une belle organisation, ça nous plaît, on aime bien une bonne logistique. De l'autre côté, on se considère des Méditerranéens. C'est un peu bizarre pour un pays qui, ça fait un bon moment qu'on n'est plus riverain physique de la Méditerranée, mais on a cet esprit, on était pendant une bonne période, on faisait partie de l'Empire romain. Alors il y a dans notre ADN ce côté romain qui est importante. Et puis j'ajouterai quand même une troisième dimension qui n'est pas encore très populaire en Europe, mais à laquelle on a ouvert en tant que membre de l'Union européenne vraiment la porte. Et c'est le côté slave, le côté byzantin, je dirais même, de ce continent. Et on trouvera dans l'avenir, dans la politique de l'avenir, que c'est une dimension qu'on n'a pas encore totalement perçue et dont on ne se rend pas entièrement compte. Les Autrichiens, alors il y a multitude, il y a pluralité de cultures. Vous le voyez, l'exemple qu'on donne toujours, c'est un regard dans le bulletin téléphonique de Vienne où vous aurez du mal à trouver des noms qui vont avoir une résonance particulièrement germanique.
Il y en a de tout, mais très peu de germanique. Ce n'est pas pour nier une partie de notre ADN, mais pour expliquer la richesse de l'Autriche. Et je voudrais peut-être aussi faire... on est 8,5 millions d'Autrichiens. Ça vous donne une chiffre, une taille de comparaison à la France. Mais nous avons, dès le début et depuis toujours, une structure fédérale bien implantée. Cette structure fédérale, je pense que mes collègues vont revenir là-dessus en présentant les méthodes de définir notre budget. Les Länder, les Bundesländer en Autriche ont eu une existence politique et économique bien avant tout ce qui était la structure autrichienne austro-hongroise au XIXe siècle. S'y ajoute, ça veut dire que vous avez la Styrie, la fondation de la Styrie, pour n'en nommer qu'une, ça date du XIIe siècle. Ça veut dire que c'est bien implanté et ça sera très difficile de le mettre en question. On a de l'autre côté nous avons le niveau des communes qui joue un rôle très important en Autriche. Il y en a 2354. Je te fais confiance pour les chiffres, Marcus. Ça veut dire, ça explique un peu la complexité du paysage politique autrichien. Il y a dans la Eigenverantwortung, Eigenverwaltung, dans l'administration autonome des communes, il y a plein de sujets, en grande partie des affaires sociales. Et je voudrais peut-être, ça c'est un peu le paysage politique, pour en revenir à la population, il faut bien être au courant que l'Autriche a eu des vagues d'immigration à travers son histoire. C'est tout à fait compréhensible. On a été très directement aussi concerné de tout ce qui s'est passé dans les Balkans, parce que pour nous, c'était... il y avait des liens, il y a toujours des liens historiques et dans la population qui ont ajouté à chaque reprise qu'il y avait une grande crise dans un pays balkanique. Il y a une partie de la population autrichienne qui a dû absorber cette migration. Nous avons, la population en Autriche a, comme dans plein des pays européens, un réflexe de réserve vis-à-vis le fait d'être un pays d'immigration. Ça veut dire que le travail du ministre de l'Intérieur, le travail d'intégration aussi, est un travail particulièrement difficile. Mon jeune ministre des Affaires étrangères, qui a été à Paris hier pour participer à la grande cérémonie, il a 28 ans. Il a commencé sa carrière politique à l'âge de 24 ans, quand il a été nommé secrétaire d'État à l'intégration. Ça veut dire au bien vivre ensemble, en termes autrichiens. Il a fait un travail extraordinaire. Il a réussi à désintoxiquer, est-ce que c'est un mot français, en grande partie un des dossiers le plus épineux et le plus difficile qui est. Alors, il a ajouté cette dimension de l'intégration à son dossier des affaires étrangères et européennes, et je crois qu'il a bien fait. Parce que plus on avance, plus on verra que ce n'est pas dans l'isolement et sur le plan sociétal et sur le plan économique et politique qu'on est demandé d'organiser notre avenir commun. Je vous remercie beaucoup. C'était rien du tout de ce qui sera discuté ce soir, mais je crois sincèrement qu'on ne peut pas sortir un pays son budget national, du contexte culturel, du contexte de la politique européenne et du contexte, comme on l'a vu hier, même mondial, je dirais, parce que quel était le titre de la International New York Times Today aujourd'hui? C'était The World Stands by France. Je crois qu'ils ont bien compris l'affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, pour ces
ces paroles fortes, réconfortantes. Je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié votre réflexion, une réflexion de fond. C'est vrai que vous avez dit qu'en Europe, on n'est pas assez proches les uns des autres et que des rencontres comme ce soir sont l'occasion de mieux nous connaître, mais surtout de mieux nous comprendre. Vous venez de dire qu'on ne construit pas l'avenir dans l'isolement. Je vous remercie beaucoup pour cette parole. Et en vous écoutant, vous avez dit que vous avez une culture européenne très très forte, on l'a senti. Et ça m'a rappelé un illustre de votre compatriote très illustre, c'est Stefan Zweig, qui était un grand Européen, qui n'a pas eu la chance d'être dans le contexte européen à construire, qui en est mort. Qui en est mort. Et donc, en son souvenir, et parce que aujourd'hui est un autre contexte que nous devons bâtir, je vous remercie beaucoup pour avoir rappelé tout ceci. Et je pense que pour nos étudiants, tous nos jeunes qui sont ici présents, c'est important d'entendre des paroles de ce type qui sont pleines d'espoir. C'est vous qui ferez l'Europe, c'est vous qui ferez un monde meilleur. Donc vraiment, je suis très touchée, Madame l'ambassadeur, de vos paroles que je partage pleinement. Vous avez excellemment dit tout ceci et vous avez dit très très bien, et on n'entend pas assez, que l'Europe c'est un modèle de vie et pas simplement un modèle économique. Nous essayons à notre modeste mesure à Fondafi de faire comprendre que les finances publiques, ce n'est pas des chiffres seulement, c'est aussi un modèle de vie. Les finances publiques à elles-mêmes ne sont pas un modèle de vie, mais elles peuvent aider à bâtir un modèle de vie. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ces paroles très très fortes et très chaleureuses. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Je vais donner la parole à Karine Rioux, qui va en venir au sujet au sujet précis de nos finances publiques. À vous, Karine. Merci, Madame la Présidente. Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, avant de démarrer mon introduction à cette étude sur la réforme budgétaire, je voudrais d'abord remercier très sincèrement nos trois intervenants qui ont accepté de participer à ces débats. Tout d'abord, Madame l'ambassadeur d'Autriche en France, Ursula Plasnik, pour nous avoir apporté votre soutien dès le départ à l'organisation de ces débats. Sandra Kaiser, du ministère des Finances autrichien, qui nous vient tout spécialement d'Autriche pour nous présenter la réforme ce soir. Et Marcus Ougato, qui depuis le départ a été un interlocuteur très présent, très disponible, très attentif ces derniers mois pour l'organisation de ce qui nous réunit ce soir. Cette conférence débat est en effet le fruit d'échanges qui ont eu lieu entre l'ambassade d'Autriche et Fondafi depuis plusieurs mois. Je ne pense pas avancer pour l'ambassade en disant que l'ambassade de son côté était désireuse de multiplier les formes de coopération entre les deux pays, également désireuse de faire connaître la réforme de ses finances publiques, des réformes importantes qui ont lieu ces dernières années, et de notre côté pour Fondafip, une certaine curiosité, appétence intellectuelle pour apprendre à davantage connaître un pays qui jusqu'alors n'avait pas fait l'objet d'études synthétiques de la part de nos chercheurs. Et qui, je pense, je parlerai en mon sens, je parlerai en mon personnel, qui me paraît être un exemple incontournable pour la poursuite de l'amélioration de notre système financier public français. Fondafip se positionne comme une organisation internationale, vous savez pour ceux qui nous connaissent, en témoigne notre réseau de partenaires, peut-être plus particulièrement l'organisation des colloques internationaux en France et à l'étranger. Et pourtant, nous avons toujours à cœur d'approfondir davantage nos réflexions vis-à-vis des expériences qui peuvent être menées à l'étranger. Non pas parce qu'il s'agirait en fait de plaquer le modèle d'un pays sur un autre. Les pays se distinguent, comme vous le disiez tout à l'heure, en fonction de leur spécificité culturelle, leur organisation administrative. On le voit avec l'Autriche et son système fédéral, leur organisation politique également, mais parce que l'étude de ces exemples étrangers peut constituer une source d'inspiration ou tout au moins de réflexion pour nous. Alors pour ce soir, et vis-à-vis de ce qui nous intéresse plus spécifiquement, donc à savoir l'étude de la réforme budgétaire en Autriche, je voudrais préciser qu'elle a été conduite au niveau fédéral, donc au niveau des finances de l'État, en deux temps. Dans sa première partie, vous
direz si je me trompe, mais à partir du 1er janvier 2009, c'est ça. Et dans sa seconde partie, à partir du 1er janvier 2013, et finalement avec l'application intégrale de cette réforme depuis septembre 2014, ce qui nous offre l'occasion d'étudier les débuts de sa mise en œuvre, même si nous n'avons pas beaucoup de recul pour l'instant. Alors quand on se penche sur cette réforme budgétaire en Autriche, on est assez frappé de constater qu'il y a beaucoup de similitudes avec notre propre réforme budgétaire, donc la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Des similitudes qu'on retrouve dans les raisons qui ont abouti à ces réformes, donc autrichiennes et françaises, dans les objectifs qui sont poursuivis, et puis de manière plus opérationnelle dans les mécanismes qui sont mis en œuvre. Alors néanmoins, pour les mécanismes, et vous le verrez tout à l'heure quand nos intervenants autrichiens interviendront sur la réforme en elle-même, pour l'étude de ces mécanismes, pour effectuer une comparaison pertinente entre la France et l'Autriche, il faudrait également intégrer, donc, en plus de notre loi organique, notre LOLF, un certain nombre de dispositifs français qui ont été introduits par la suite, comme le budget pluriannuel de l'État. Donc là, j'évoquais les similitudes. Naturellement, il y a aussi des différences. J'en relèverai quelques-unes, mais on les percevra peut-être davantage tout à l'heure, et elles nous intéresseront peut-être plus particulièrement que les ressemblances. Alors sur ces ressemblances, d'abord, je voudrais relever le consensus en France comme en Autriche sur la nécessité de parvenir à ces réformes. Dans les raisons qui ont conduit aux réformes, elles sont assez communes entre la France et l'Autriche. Il y a d'abord, entre guillemets, l'obsolescence du cadre budgétaire antérieur, la nécessité de pallier ses faiblesses, ses insuffisances. Pour nous, c'était l'ordonnance de 59. Également, et indéniablement, le contexte international, plus encore, finalement, le contexte qui est issu des engagements souscrits par nos deux pays auprès de l'Union européenne, donc depuis les années 90, qui nous poussent à ces transformations. Et enfin, la nécessité, et ça transparaît beaucoup dans les documents qui sont mis à disposition sur le site du ministère des Finances autrichien, la nécessité d'introduire davantage de transparence dans la procédure budgétaire, que ce soit au stade de la décision financière, qu'au niveau de la gestion ou de la restitution de cette gestion. De façon plus opérationnelle, comme je le disais tout à l'heure, tous ces éléments de contexte, mais vous reviendrez en détail tout à l'heure, Sandra Kaiser, tous ces éléments de contexte se sont traduits par la mise en place d'une budgétisation axée sur la performance. On a un certain nombre de notions centrales, qui sont devenues centrales et qui nous sont communes, que ce soit la mesure des résultats, la restitution des comptes, la responsabilisation également. Dans les deux cas, une globalisation des crédits avec des objectifs qui y sont associés, une comptabilité d'exercice également introduite donc en France comme en Autriche, et puis parallèlement à cette responsabilisation accrue des gestionnaires, une plus grande marge de manœuvre qui leur est donnée. On le voit en Autriche avec, si vous voulez, un système qui a été mis en place du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les incitations comme les sanctions qui sont associées à la procédure budgétaire ont été développées. Par incitation en Autriche, c'est une flexibilité accrue en fait pour chaque ministre de disposer des crédits qui sont inutilisés en fin d'année. Concernant maintenant la différence, on ne parle pas toujours de différence, on pourrait éventuellement parler de nuances, de particularités entre nos deux pays. La réforme de 2001 en France s'est traduite, donc, comme vous le savez, par le vote d'une loi organique. En Autriche, on a non seulement des dispositions législatives, mais également des dispositions constitutionnelles qui ont été votées, puisqu'on a introduit finalement au plus haut niveau normatif un certain nombre de principes, 4 pour être exact, qui sont les principes d'efficience, de transparence, de priorité donnée aux résultats et d'image fidèle, qui figurent désormais dans la Constitution autrichienne. Dans les deux cas, en Autriche comme en France, on a une nomenclature budgétaire qui est désormais donc, orientée vers les résultats, mais vous le verrez tout à l'heure avec une spécificité pour l'Autriche, puisqu'il y a entre guillemets un degré supplémentaire au-dessus de ce qui constitue pour nous traditionnellement l'émission. Spécifiquement à l'Autriche également, la notion de gender budgeting, c'est-à-dire une analyse budgétaire selon l'égalité entre les sexes, entre hommes et femmes, qui est associée systématiquement à toute budgétisation.
Un cadre budgétaire à moyen terme, qu'on retrouve par la suite en France, un cadre budgétaire donc, à moyen terme donc, pour les dépenses, avec la fixation de plafonds qui sont contraignants. Là encore, avec une spécificité, la contrainte est variable selon le degré donc, de la nomenclature budgétaire, mais également selon le type de dépenses. Et enfin, une projection budgétaire de long terme à plus de 30 ans, qui a été introduite dans la programmation budgétaire autrichienne. Au-delà de la réforme budgétaire proprement dite des finances de l'État, quand on observe en fait les transformations des systèmes financiers publics autrichiens et français, quand j'entends par système financier public sur l'ensemble des finances publiques et non plus seulement au niveau des finances de l'État, donc pour la France, ou des finances fédérales pour l'Autriche, donc quand on fait cette observation, on constate encore davantage un rapprochement des deux cadres, français et autrichiens, rapprochement qui, sans peu de doute, s'explique à la fois par les difficultés économiques et financières qu'ont pu connaître nos deux pays, mais également du fait du renforcement de la discipline budgétaire au niveau de l'Union européenne. Et là, je pense particulièrement à l'introduction en droit interne d'un certain nombre de dispositions issues soit de la directive du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables au cadre budgétaire des États membres, ou également issues du TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire du 2 mars 2012. Alors pour vous donner des exemples, là je vais un peu au-delà des finances fédérales autrichiennes, un frein à l'endettement sur le modèle allemand a été introduit en Autriche en 2012. Également récemment en 2013, un fiscal council, je ne sais pas si je prononce parfaitement, je le prononce en anglais, mais qui fait écho à notre Haut Conseil des finances publiques, donc en quelque sorte. Également en Autriche, un pacte de stabilité autrichien qui a été réformé en 2011 pour tenir compte des conséquences de la dernière crise économique et financière, qui coordonne et qui encadre l'ensemble des composantes financières du pays et qu'on peut rapprocher en quelque sorte de notre dispositif des lois de programmation des finances publiques et des règles de gouvernance qu'elles contiennent. Et enfin, par contre, conformément aux engagements souscrits auprès de l'Union, mais un peu distinctement de la France, et de manière donc plus originale pour nous, a été également introduit un organisme indépendant qui est chargé en fait, de faire des prévisions macroéconomiques, donc indépendant, pour la programmation budgétaire, qui aura lieu par la suite, qui se nomme donc le WIFO, ou WIFO, et donc je laisserai à nos intervenants autrichiens le soin de développer le sigle en allemand. Donc cette absence d'équivalent finalement dans le droit français pourra constituer un prochain sujet de recherche. En tout état de cause, je pense que l'actualité financière récente nous conduira de toute façon à poursuivre ces réflexions entre l'Autriche et la France, puisque je rappelle que l'Autriche, comme la France, font l'objet d'une surveillance accrue de la part des institutions européennes vis-à-vis de leur politique budgétaire. Un risque de non-conformité, pour reprendre les termes de l'avis de la Commission en novembre dernier, a été constaté vis-à-vis des règles budgétaires européennes à l'égard de 7 pays, dont la France et l'Autriche. Après, les situations sont toutefois distinctes. L'Autriche a été sortie d'un processus pour déficit public excessif depuis juillet dernier, je ne sais plus exactement. Et quand la France doit réexaminer sa trajectoire budgétaire pour mars prochain, il a été seulement, entre guillemets, demandé à l'Autriche de faire attention à son exécution pour l'année suivante. Voilà, donc je pense qu'on a d'autres sujets à venir après ce soir de réflexion, d'échanges à poursuivre entre nos deux pays. Je vais laisser la parole maintenant à nos deux intervenants, à Sandra Kaiser, qui nous éclairera sur la réforme budgétaire autrichienne en elle-même, mise en perspective des caractéristiques du pays, des caractéristiques du système financier public autrichien, donc qui nous sera préalablement présenté par Marcus Zuccato. Et je voudrais seulement apporter une dernière précision pour la poursuite de cette conférence débat. La présentation de Sandra Kaiser aura lieu en anglais. PowerPoint à l'appui pour ceux qui seraient un peu inquiets sur leur capacité à pouvoir suivre entièrement l'intervention. Et Sandra Kaiser comme Marcus Zuccato ont accepté en fait de mettre à notre disposition sur le site internet de Fondafip leur PowerPoint. Si
si vous voulez vous y référer par la suite. Je précise néanmoins que la présentation en anglais ne doit pas vous freiner pour poser des questions. En réalité, Sandra Kaiser parle et comprend le français. C'est plutôt sa modestie qui lui fait préférer l'anglais pour cette intervention. Et dernière chose, comme j'abordais la documentation, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre les réflexions à la suite de ce soir, je vous conseille très fortement d'aller vous référer au site du ministère des Finances autrichien qui est extrêmement bien documenté, voire interactif même par moment, et le tout en anglais, ce qui fait qu'on peut comprendre. Je vous remercie. Merci beaucoup Karine pour cette excellente présentation qui nous permet d'ores et déjà d'avoir un petit aperçu comparé sur les similitudes, comme vous dites, et les différences ou nuances entre les finances publiques en Autriche et les finances publiques en France. Au passage, on aura noté que les finances publiques en Autriche ont l'air de mieux supporter que les finances publiques françaises, mais bon, M. Zuccato et Mme Kaiser vont nous en apprendre plus sur le sujet. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Zuccato, donc ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Autriche en France, qui est donc chargé, qui a bien voulu nous présenter la structure générale du système des finances publiques en Autriche. Merci. Oui, excusez-moi. Voilà, je prends comme ça. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci Madame la Présidente. Et merci aussi Madame l'ambassadeur d'avoir accepté de participer avec moi à cette conférence. Donc, tout d'abord, je remercie également la Fondafil, notamment Karine Rioux, pour la bonne coopération et la relation qui a permis de réaliser cette conférence. Et je me suis rendu compte, je suis ici depuis 2 ans, à Paris, qu'en France, on parle très souvent d'un pays d'outre-Rhin, mais assez peu, et c'est aussi compréhensible qu'on parle beaucoup de ce pays d'outre-Rhin, mais assez peu des autres pays de l'Union européenne, y inclut l'Autriche. Donc je suis très ravi et fier aussi d'avoir pu réaliser cette soirée et de vous présenter à travers son système budgétaire un peu l'Autriche. Donc Madame l'ambassadeur a déjà évoqué l'ADN de l'Autriche, et donc c'est maintenant à Madame Kaiser que je remercie également d'avoir accepté de participer avec moi à cette conférence et de me soutenir. De vous préparer quelques informations sur le budget autrichien. Et comme on dit aussi, c'est le programme gouvernemental en chiffres et donc qui présente un pays. Donc je vais commencer ici, c'est le prochain slide, avec le système fédéral, parce que pour comprendre l'Autriche, il faut bien savoir que c'est un système fédéral qui est suivi par l'explication de ces institutions du processus budgétaire, et je vais conclure avec quelques pensées sur les défis et les objectifs budgétaires. Donc tout d'abord, le système fédéral. Donc le gouvernement en Autriche contient 3 niveaux de gouvernement. Donc bien sûr le gouvernement fédéral. Après, il y en a 9 Länder qui on voit aussi sur la carte, dont il y a 2354 municipalités. Et en plus, il y a la sécurité sociale qui fait aussi partie des parts gouvernementales, mais qui n'est pas inclus dans le système de la péréquation de compensation fiscale. Donc selon la loi constitutionnelle, le gouvernement fédéral et les 9 Länder agissent autonomément avec un regard à l'administration et sa législation. Par contre, et c'est une exception importante, c'est l'administration fiscale. Donc les bureaux fiscaux sont administrés au niveau fédéral. Il inclut aussi les municipalités, comme on dit en Autriche, en allemand les Gemeinden,